Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous en feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Martin Touroud, le créateur de la newsletter Modern Makers. On parle avec lui de veille, de création de contenu et de finances personnelles, voire même de crypto-monnaie. Évidemment, tout ça sous l'angle du no-code. Allez, c'est parti. Salut Martin, bienvenue dans le podcast de Contournement. Alors, nos auditeurs te connaissent déjà sûrement grâce à ta newsletter Modern Makers que tu as démarré début 2020 et qui est devenue déjà assez incontournable dans l'écosystème. Puis ils te connaissent aussi peut-être parce que tu es passé très récemment là, dans le podcast de notre confrère Simon Robic. Donc voilà, je te rassure, j'ai prévu d'aborder des sujets très différents pour t'éviter de te répéter, parce que c'est toujours un peu pénible. Et pour les auditeurs et auditrices, vous inquiétez pas, parce que voilà, donc leur avenir sera tout aussi passionnant, même si vous avez déjà écouté le podcast de Simon. Voilà, donc on va prendre le temps de creuser un petit peu nos autres sujets. Mais pour bien commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé au no-code ? Ouais, alors tout d'abord, merci à toi pour cette invitation. Ravi d'avoir la possibilité de discuter avec toi aujourd'hui. Comment je suis arrivé au no-code? Je dirais que ça s'est fait plus ou moins par étapes, mais c'est vrai que ça a débuté, on va dire, fin 2019, où j'ai commencé à utiliser Airtable, qui a été pour moi un peu la porte d'entrée dans le no-code. Et à ce moment-là, c'est vrai que je savais même pas en fait que c'était forcément voilà, un terme qui était qui était employé pour décrire ce type d'outil. Donc c'est plus passé par la découverte d'un outil en particulier qui derrière m'a poussé à creuser un peu et voir, à suivre des conversations notamment sur Twitter et où là tu te rends compte que il y a beaucoup de gens finalement qui commentent et qui parlent de ce sujet. Et du coup, tu découvres d'autres outils au fur et à mesure. Et voilà, ça se fait petit à petit. Mais donc, le point de départ, ça a été Airtable fin 2019. Ouais, c'est un peu le trou noir, quoi. Quand tu mets le pied dedans, tu tires un fil, tu tires un outil, et puis après, tu te retrouves direct. Il y a tellement de choses passionnantes et de gens passionnants. En plus, effectivement, on se retrouve vite happé là-dedans, quoi. Bah écoute, tu vas nous raconter tout ça un peu plus en détail. T'as quoi comme background, juste pour savoir un peu rapidement ce que t'es tech à la base, qu'est-ce que t'as fait comme études, juste pour situer un peu le contexte. Alors, absolument pas tech à la base. J'ai fait une école de commerce en 5 ans, spécialisation plus marketing. Donc, j'ai travaillé pendant pas mal d'années, en fait, plus sur des rôles commerciaux, donc aussi bien des postes de sales ou alors de la compte management, où globalement mes responsabilités c'était de faire grossir le revenu des différentes sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Donc absolument pas de tech à la base, mais en fait mon introduction à la tech elle s'est faite par les premiers boulots, les premières boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, où en fait j'étais vraiment dans l'industrie donc de la tech, donc tout ce qui va être technologie en fait de la publicité en ligne. Et donc il y a une vraie dimension tech là pour le coup, mais c'est plus mes collègues ingénieurs qui étaient en charge de construire on va dire une plateforme, et moi j'étais en charge d'aller la commercialiser auprès du marché, quoi. Ok. Quand tu nous parlais d'Airtable, justement, tu peux nous dire un petit peu comment t'as découvert ça, enfin, qu'est-ce qui t'a amené, du coup, c'est par le boulot ? Ouais, alors Airtable, j'en avais souvent entendu parler. Je voyais pas mal de gens que je suivais sur Twitter qui semblaient l'utiliser. Je voyais quelques screenshots passer de temps en temps. Donc c'est un outil, on va dire, que j'avais dans mon radar depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais pris le temps vraiment de me poser, d'aller créer un compte et de tester par moi-même. Euh, donc je pense que ouais, c'est un week-end où je me suis dit tiens bon allez j'ai un peu de temps à perdre, on va aller on va enfin voir de ce qu'il est capable de faire avec cet outil. Et du coup ouais, ça a démarré un peu comme ça, et donc à la base il n'y avait même pas forcément un usage professionnel qui était envisagé, c'était plus voir qu'est-ce qui est vraiment possible de faire avec cet outil, quoi. Sachant que voilà, certaines personnes que je suivais sur Twitter, je voyais qu'ils utilisaient ça par exemple comme une base de données pour tous les livres qu'ils lisaient au fur et à mesure de l'année ou autre. Donc absolument pas un usage professionnel.
Et en commençant à l'utiliser très vite, j'ai vu une possibilité de l'intégrer plus dans un cadre professionnel et voir comment ça pourrait m'aider au quotidien, plus voilà, un peu mieux m'organiser et essayer d'être un peu plus productif, quoi. OK, et voir un peu comment, ça pouvait, remplacer ou au moins, compléter, Salesforce. C'est un petit peu ce que tu racontais dans l'épisode là avec Simon. Je laisserai les gens écouter ça justement sur ce sujet, mais t'as bien détaillé du coup, un peu tout ton usage, là-dedans. Du coup, nous, on va s'intéresser un peu plus peut-être sur ce que tu as fait à côté, parce que ça fait 1 an quand même que tu es vraiment très actif dans l'écosystème. Tu disais tu lisais beaucoup des gens sur Twitter, puis moi, toi-même, tu t'es mis vraiment, t'es rentré là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi déjà t'as décidé de documenter un peu tout ça, tu vois, notamment ta newsletter, et puis voilà, après on va voir un petit peu quelles leçons t'as tiré tout ça à partager, mais déjà un petit peu la genèse de ça, quoi. Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, du moment où tu t'intéressais, j'ai dit: «OK, bah, non seulement je vais découvrir ces outils, mais en plus, je vais partager aux gens, je vais documenter ça». Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu en fait cette approche, on va dire création de contenu, où j'avais en fait par exemple, j'ai eu 2 ou 3 blogs, au début des années 2010, donc qui tournaient sur WordPress à l'époque. Donc j'ai toujours aimé, créer du contenu, justement, bah, sur les sujets qui m'intéressent. Donc à l'époque, c'était plus, le marketing, notamment tout ce qui est, la partie plus, marketing viral ou autre et toutes les différentes campagnes qu'on pouvait voir sur Twitter. Et depuis quelques années, justement, j'avais envie de repartir sur un nouveau projet, mais il me manquait un peu la thématique, quoi. J'arrivais pas vraiment à voir sur quelle thématique je pourrais potentiellement bah, essayer de créer du contenu et apporter une valeur ajoutée pour les lecteurs. Et du coup, tout s'est un petit peu rencontré en même temps, voilà, début 2019, début 2020, et surtout en fait avec le premier confinement Mmh. qui a démarré assez tôt ici, même on était, ouais, on va dire début mars, on a commencé à travailler de chez nous, début mars 2020. Et là, du coup, je commençais à voir notamment bah, sur les États-Unis, il y avait énormément d'articles sur le no-code. On commençait à voir des exemples concrets de voilà d'applications qui étaient créées dans un quartier pour essayer de connecter justement les petits commerces avec les populations locales ou autres. Euh, on voyait du coup quand même cet effet un peu ouais, raz-de-marée qui commençait à prendre. Et du coup, je me suis dit, enfin, vu que moi, je commençais à m'y intéresser de plus en plus, à consommer de plus en plus de contenu dessus, je me suis dit, bon, ben là, finalement, c'est peut-être l'opportunité que j'attendais pour pouvoir lancer justement un média et partager un peu bah, cette veille que je fais au quotidien, essayer de la mettre en forme, de la structurer, et de voilà si ça peut intéresser d'autres personnes. Bah, finalement, c'était un petit peu voilà, la bonne opportunité, on va dire, au bon moment. Et en plus, il se trouve que bah, avec le confinement, on a tous récupéré potentiellement pas mal de temps aussi de dispo pour lancer ce genre de Mmh. projet. Donc C'est clair. tout était bien aligné voilà pour que ça soit lancé l'an dernier, quoi. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, le fait d'avoir un objectif, j'imagine, tu vois, de dire: «OK, bon, bah, maintenant, chaque semaine» ou je sais pas quelle est ta fréquence, tu vois? Je dois publier quelque chose. Ça te force aussi à t'astreindre à faire cette veille, parce que des fois, quand on le fait que pour soi, on se démotive un peu. Enfin, je sais pas si tu as justement ressenti un peu ce truc-là, de te dire: «OK, maintenant il y a des gens qui lisent, il faut que j'y aille», et du coup, au passage, bah, tu as un truc bénéfique, c'est que toi, tu apprends, plein de choses. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu vertueux là-dedans, mais je sais pas si est-ce que tu l'as ressenti ça? Ah si, complètement. Dès le début, j'ai décidé, enfin bon, la fréquence, je partais sur une fréquence hebdomadaire. Et il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression, dans les newsletters. Il y en a qui envoient bah, quand ils ont quelque chose à envoyer, quoi. Donc là, pour le coup, t'as pas vraiment de pression, entre guillemets, même s'il faut forcément être un minimum régulier pour Mmh. que ta newsletter continue de bien performer. Mais du coup, moi, je suis parti sur cette fréquence hebdomadaire. Je suis même parti sur un créneau dès le début. J'ai annoncé que c'était le dimanche à 18h heure française. Donc c'est vrai que j'ai cette contrainte que je me fixe, où je me dis bon bah voilà, je sais que ça doit être terminé même plusieurs heures avant, Mmh. idéalement le dimanche. Mais moi ça me pousse personnellement, ouais, effectivement j'ai besoin de cette contrainte pour m'assurer justement que le travail soit fait. Et donc moi, je suis à l'aise avec ça et justement ça me permet de m'assurer que le contenu soit posté, quoi. Mmh. Ouais, je pense que la régularité, c'est un des trucs vraiment importants, pour arriver à c'est difficile à tenir dans la durée, mais déjà, c'est bien parce que ça habitue les gens à avoir un rendez-vous.
Tu vois, comme exactement. tu dis, même une heure précise et tout, ça c'est hyper important. Et puis même soit ça fixe des objectifs, quoi. Si on se dit, bon bah ok, j'envoie une newsletter à chaque fois que enfin quand j'ai assez de trucs, etc., on va avoir tendance à la repousser, à dire ok, j'attends encore un truc. Enfin, je sais pas, ça, je pense que il y a des gens qui le font effectivement comme ça et c'est super. Je pense que c'est pas forcément le plus évident. Et alors, du coup, je serais curieux que tu m'expliques un peu plus vraiment comment ça se passe, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment une question, je sais pas, j'espère que ça intéressera les gens, mais moi, je suis vraiment curieux, tu vois. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire une veille un peu structurée et tout, mais vraiment, j'ai toujours eu du mal, quoi. Au bout d'un moment, je lâche. Où est-ce que tu stockes tu vois, les trucs que tu vois? Alors, j'imagine je veux bien que tu dises les canaux que tu suis, comment tu stockes ça, et puis après, comment tu produis la newsletter, quoi. Alors, ouais, parce qu'effectivement, il y a plusieurs aspects, et c'est vrai que cette partie, on va dire curation de contenu, c'est vraiment, on va dire, la base, du contenu de la newsletter. Donc, c'est important que je sois informé de ce qui s'est passé justement sur les derniers jours, dans le monde du no-code. Idéalement, enfin au début c'était vraiment un petit peu, forcément un petit peu à l'arrache, donc principalement sur Twitter, donc je voyais passer pas mal d'informations. Et j'ai commencé à utiliser Notion en février-mars de l'an dernier, je dirais, donc ça coïncide à peu près avec le lancement de la newsletter. Euh, donc pareil, au début dans Notion, en fait, j'avais une utilisation qui était vraiment pas idéale, où j'allais copier-coller des contenus dans Notion. Donc depuis, j'ai découvert les bases de données de Notion. J'ai découvert donc le Web Clipper ou Hmm. Save to Notion, qui est encore beaucoup mieux d'ailleurs. Où là, en un clic, je peux être du coup sur mon navigateur, je vois un article, un tweet qui me semble intéressant, et du coup, je peux directement l'ajouter dans ma base de données sur Notion avec des tags prédéfinis. Donc, en fait, j'ai plusieurs entrées sur le type de contenu. J'en avoir un pour le no-code, j'en avoir un pour, je sais pas, la productivité, un pour la partie plus finance perso. Et directement, du coup, les contenus arrivent sur Notion, ils sont déjà tagués. Et du coup, j'ai plus qu'à le soir retourner sur ma base de données et aller vraiment lire les contenus. Donc je les lis pas en journée, je les sauvegarde pendant la journée et je vais les consommer en général le soir après le dîner. Et petite question technique, est-ce que tu utilises le web clipper officiel de Notion ou est-ce que tu utilises l'extension Save to Notion? Ouais, donc je suis sur Save to Notion. Ah, ok, ouais. Non, je me disais aussi, parce que c'est quand même plus puissant, quoi. Enfin, pour les auditeurs, j'invite les gens à tester les deux, hein, mais quand même, je trouve que Save to Notion est vachement plus puissant, quoi. Ah, clairement, hein, clairement, ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais par contre, du coup, je crois qu'ils sont pas sur mobile, du coup. Donc sur mobile, j'enregistre avec j'envoie sur Notion directement avec l'application Hmm. officielle, quoi. Ouais, oui, oui, bah effectivement, ouais, comme il n'y a pas d'extension sur mobile. Ok. Et alors, combien de temps ça te prend à peu près, ce process, tu vois, pour produire une newsletter? Alors j'ai jamais calculé concrètement, mais j'imagine il y a pas mal d'heures, surtout que sur les premières éditions, j'étais vraiment, on va dire, donc centré sur le no-code, donc c'était plus en fait vraiment une veille de quelles ont été les dernières news sur les derniers jours. Au bout d'un moment, ça tournait un petit peu en rond. Il y avait parfois des semaines où finalement il n'y a pas tant d'actualité que ça aussi, même s'il se passe quand même beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a certaines semaines où il y avait quand même moins de choses à raconter que d'autres. Hmm. Et du coup, j'ai voulu rajouter en fait une dimension un peu plus, voilà, essayer de partager certains contenus que j'ai consommés dans ma semaine et mettre en avant justement certains points clés que j'ai retenus de ces contenus et voilà, essayer, enfin, de faire en sorte que ça puisse inspirer les gens ou voilà, leur donner de la motivation aussi de consommer ce type de contenu. Donc c'est principalement des livres. Et donc déjà cette partie-là, elle requiert que je dois essayer de lire un livre par semaine, quoi. Donc il y a déjà ce temps aussi de lecture qui fait Hmm. partie mine de rien, qui est pas uniquement lié à la newsletter, mais qui finalement devrait aussi être pris en compte dans la partie création de la newsletter. Donc au final, entre la lecture d'un livre, la consommation d'autres contenus, la curation, l'écriture, la distribution, ouais, ça prend quand même pas mal d'heures hein, sur une semaine, mais c'est assez difficile à estimer, quoi. Ouais, d'ailleurs, je trouve ça assez chouette. J'ai vu dans tes newsletters, tu prends le temps aussi de tirer des enseignements des livres, par exemple. J'aime bien ce côté un peu hop, bullet point, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'on peut un peu analyser, transposer en fait
du livre. Et ça, je trouve ça assez cool, mais j'imagine que ouais, ça doit te prendre du temps. Ouais, ça prend du temps. Et pareil, là, j'ai d'autres outils là, que je commence à utiliser qui me permettent un peu d'automatiser ça ou alors de rendre ce processus plus efficace. Donc là, j'ai commencé à utiliser Readwise notamment, qui est vraiment top, qui me permet en fait donc je lis sur Kindle et je prends beaucoup de notes, donc je crée ce qu'on appelle des highlights, donc des passages que je surligne au sein du livre. Et du coup, c'est directement synchronisé sur Readwise. Et Readwise est aussi synchronisé avec Notion. Donc j'ai toutes mes notes qui arrivent directement dans Notion et ça me fait déjà un premier draft entre guillemets. Je peux commencer à travailler en fait sur ce draft, sur ce brouillon directement dans Notion. Ok, génial. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait au fur et à mesure en fait de ma lecture de la semaine. Donc en fait, avant, j'attendais d'avoir terminé le livre pour exporter les highlights et du coup, je pouvais uniquement commencer à travailler sur le livre une fois qu'il était fini. Alors que là, pareil, en fait, je peux faire ça quasiment tous les jours après mon repas. Je peux commencer justement à revoir quelques chapitres que j'ai lus dans la journée, quoi. Ça, c'est vachement bien. Comment elle se fait la synchro entre Readwise et Notion? C'est un truc, c'est natif? Bah, c'est une bonne question en fait. Vu que Notion n'a pas encore son API, je sais même pas en fait comment ils arrivent à injecter ce contenu dans Notion. Le setup, il est de mémoire, il est extrêmement facile. Je crois que j'avais juste à cliquer sur un bouton depuis Readwise. Alors le seul problème, c'est que je sais pas exactement à quoi ils ont accès sur mon sur mon Notion, parce qu'en fait, ça vient te rajouter en fait une page dans ton workspace. Et en fait, automatiquement, ça te crée une base de données avec justement donc soit tous les livres ou alors, mais ça fonctionne aussi avec des tweets ou avec des notes que tu as pris sur d'autres applications et ça te crée vraiment une base de données avec tous tes items et ça se remplit en fait au fur et à mesure, ça se synchronise plusieurs fois par jour. Ça, c'est vachement bien. Moi, je regarderai ça, puis je mettrai le lien dans les notes. Je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser. Parce que ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as une base de données, j'imagine, du coup, après, tu peux faire des relations. Si tu veux, tu vois, travailler, tu vois, par exemple, dans ta base de données, ta newsletter, ou tu vas pouvoir faire des relations avec cette base-là, des choses comme ça, quoi. Exactement. Ouais. T'es pas enfermé, en fait. Enfin, même si j'imagine que du coup, cette base-là, tu peux pas trop la modifier. Enfin, les données viennent dedans, mais par contre, après, tu peux utiliser les données ailleurs, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que la base de données en tant que telle, j'ai l'impression qu'elle est relativement rigide. Mais par contre, après, effectivement, bah, dès que tu as ton contenu au sein de tes différents items, là, je peux vraiment le travailler, le remettre en page et l'envoyer vers la newsletter directement. Donc, en fait, ma newsletter, je l'écris dans Notion, en fait. J'utilise Notion comme outil pour créer ma newsletter, la mettre en page et en fait, derrière, je fais juste un copier-coller vers Substack une fois que tout est prêt, quoi. Et alors, justement, pour l'envoi, donc tu utilises Substack. Pourquoi ce choix? Est-ce que t'as des regrets, j'allais dire, je sais pas. Enfin, tu vois, un petit peu là, comme ça, a posteriori, là, avec un peu de recul, parce que 1 an que tu l'utilises. Euh, enfin voilà, je sais pas, est-ce que t'as envie de partager quelque chose là-dessus? Parce que je lis des choses un peu, moi j'étais assez emballé par Substack au début, et puis je lis des choses un peu diverses et variées maintenant, donc je suis curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui l'utilise vraiment, quoi. Ouais, non, c'est vrai que je sais plus forcément pourquoi je suis parti sur Substack, mais il y avait vraiment ce côté simplicité. Malgré tout, c'est pas si facile entre guillemets si t'as pas vraiment de connaissances tech ou si t'as pas vraiment envie de creuser le sujet, c'est pas si facile que ça en fait de faire de l'emailing. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'outils qui permettent de le faire et de résoudre ces problèmes-là. Mais du coup, c'est vrai que le côté gratuit de Substack et la simplicité, pour moi, c'était quand même un gros plus, quoi. Je me dis, pour démarrer, j'avais pas forcément envie de payer un outil et de passer mon temps à designer une newsletter ou alors à aller chercher des Hmm. templates ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté extrêmement facile et ça, c'est quand même assez incroyable, quoi, ce côté-là de Substack où finalement tu payes uniquement si tu passes en mode payant. Donc si tu arrives à convaincre des lecteurs de s'abonner à ta newsletter, tu refiles 10% des montants à Substack. Donc si tu fais une newsletter payante, je sais pas si Substack est le meilleur outil pour ça parce que si tu commences à être très populaire malgré tout, bah 10% ça commence à représenter une certaine somme. Hmm. Par contre, quand tu fais du contenu gratuit comme je fais actuellement, bah, le fait de pouvoir shooter ça chaque semaine gratuitement, c'est quand même assez extraordinaire, je trouve. Ouais, bah, carrément. Et alors, justement, tu parles de la monétisation. Pour l'instant, t'es gratuit.
Est-ce que tu penses rester comme ça? Est-ce que tu t'es posé un peu la question déjà de la monétisation? Et qu'est-ce que tu en penses, tu vois, on va dire, déjà pour ton cas personnel et puis un peu plus en général? Alors, d'une manière générale, je suis complètement pour la monétisation. Je pense que comme on le disait avant, c'est un vrai travail. C'est créer du contenu, que ce soit voilà, une newsletter, des vidéos YouTube ou autre, ça prend extrêmement de temps et du coup, bah, le but aussi, c'est de permettre à ces créateurs de pouvoir éventuellement vivre de cette passion et vraiment avoir leur vie qui change une fois qu'ils arrivent à faire ça, ou alors juste un complément de revenus. Donc, je pense que il y a beaucoup de gens en France, notamment, qui ont toujours un peu de mal avec la partie monétisation Mmh. et qui estiment que tout devrait être gratuit et que c'est pas Mmh. normal que des gens gagnent de l'argent. Et donc, ouais, je suis pas du tout dans cette approche-là. Donc, c'est pas quelque chose que pour l'instant j'ai vraiment exploré. Même si du coup, ce qui est bien avec la newsletter notamment, c'est que tu as énormément de possibilités de faire ça. Donc, il y a la partie abonnement payant, donc ça pourrait être une option. Il y a toute la partie plus affiliation. Donc là, c'est assez facile à mettre en place avec des liens d'affiliation sur justement certains outils que je mets en avant dans la newsletter ou même les livres vers Amazon finalement, tu vois. Si des Ouais, gens ouais, ouais. achètent le livre, bah, potentiellement, voilà, moi, tu peux toucher une petite commission au passage. Ou alors il y a plus vraiment la partie sponsoring où là c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la newsletter où tu vas vraiment avoir une marque ou un éditeur de logiciel qui va vraiment sponsoriser soit une édition en particulier ou alors pendant plusieurs semaines où ils vont vraiment avoir une mise en avant avec un logo voilà, avec une petite mention cette newsletter est proposée par je sais pas Mmh. Salesforce ou autre, donc plus une partie de branding pour ce type de monétisation. Donc c'est vrai il y a plusieurs possibilités. Pour moi, en fait, celle qui m'intéresse le plus actuellement, c'est utiliser en fait cette audience pour bah, potentiellement pousser mes propres projets à l'avenir. Donc si je lance certains projets en no-code, d'avoir déjà une audience qui est potentiellement intéressée pour essayer ou pour acheter un produit et plus en fait une opportunité de rencontrer des gens, donc d'entamer des discussions justement avec les lecteurs. J'ai rencontré plein de gens depuis que j'ai lancé cette newsletter, que ce soit directement par email ou alors sur Twitter, et voilà, essayer d'organiser des conversations, voir comment on peut aider les gens. Donc c'est plus cet effet boule de neige où voilà, tu te crées un réseau. Donc moi, c'est plus cette partie-là qui m'intéresse actuellement, quoi. Ouais, c'est bien parce que je pense que c'est une motivation aussi qui est sincère, que les gens apprécient, tu vois? Tu vois, je pense que alors je sais pas, hein, je peux me tromper, hein, là-dessus, j'ai pas du tout donné de leçon. Moi, j'ai l'impression qu'essayer de monétiser trop vite, heu, je trouve que c'est pas forcément, alors je suis un peu candide, hein, par rapport à tous ces trucs de passion economy, mais je pense qu'il faut commencer par la passion avant la monétisation, quoi, et la monétisation, elle peut venir après, mais voilà, Très, je sais pas. non, très clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout si justement tu places la monétisation comme l'objectif principal. Là, ta motivation d'écrire toute la semaine, après 3 semaines, ça va s'arrêter parce que justement, tu n'auras Mmh. aucun retour sur la monétisation. Donc, si ta seule métrique du succès, c'est l'argent que tu arrives à générer avec ton contenu, sachant que ça va prendre des semaines, des mois, voire potentiellement des années avant de générer un revenu intéressant, si tu te focalises là-dessus dès le début, enfin, tu vas lâcher, quoi. Tu vas pas trouver la motivation de continuer. Donc, c'est important que tu aies un objectif principal qui soit différent de uniquement faire de l'argent, quoi. Ouais, non, je pense aussi. Et alors, juste par rapport à cette question quand même de l'argent, je me demandais si, par curiosité, est-ce que tu sais à peu près quelle est l'audience qu'il faut avoir, par exemple, pour une newsletter, pour pouvoir discuter sponsoring, tu vois, alors, peut-être pas avec Salesforce, mais tu vois, avec une marque, je sais pas, est-ce que sans tu vois, je comprends que tu vois, t'as pas forcément fait de recherche là-dedans, mais est-ce que ce que tu as lu peut-être, ou je sais pas, enfin. Ouais, ça dépend en fait parce que je pense que ça dépend aussi pas mal de ta thématique. Parce Hmm. que forcément, certaines thématiques, tu n'auras jamais les volumes que d'autres newsletters un peu plus grand public peuvent avoir. Je regarde pas mal la newsletter de Inside No Code, qui est un peu, qui a l'air quand même très professionnel, qui fait partie en fait d'un réseau de newsletters. Enfin, ils ont vraiment des newsletters sur plusieurs thématiques, dont une sur le no code.
Et par exemple, leur newsletter No Code, qui fait quand même plus ou moins, on va dire, office de référence sur la partie anglophone, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Enfin, d'après ce que je vois, c'est, je sais pas, 1000, 1500, 2000 abonnés, quoi. Ok. Et malgré tout, ils ont Slack, ils ont énormément de logiciels, d'éditeurs qui sponsorisent chaque semaine la newsletter. Et du coup, tout dépend de ce que la marque essaie d'accomplir et quelle est l'audience qu'elle cible, quoi. Si ton audience, c'est Ouais. voilà, les jeunes startups, bon, ben, malgré les CEO de jeunes startups, forcément, tu vas être sur une audience un peu de niche. Donc, c'est pas tu vas pas chercher tu vas pas chercher du gros volume, mais tu vas chercher à ce que ton message il soit affiché auprès des bonnes personnes, quoi. Donc, Ouais. dans l'absolu, je pense que tu peux démarrer relativement petit. Enfin, ça peut se démarrer. Tu peux intéresser des gens, même avec quelques centaines seulement d'inscrits, quoi. Ouais, à partir du moment où c'est une centaine, des centaines, quelques centaines de gens bien ciblés, quoi, dans une niche un peu précise, où Exactement. tu peux dire, voilà, si vous payez, vous êtes sûr de toucher des gens qui sont dans ce profil. Mais ok, d'accord, j'aurais pas pensé que c'était aussi peu, forcément. Ça dépend aussi ça dépend aussi des objectifs de l'annonceur, en fait. S'ils sont vraiment sur de la perf, où l'idée c'est de faire de la vente ou autre, forcément, si tu shootes sur une newsletter où il y a 500 personnes, il y a 2% des gens même pas qui vont cliquer sur le lien. Et du coup, la probabilité que ça se transforme en client sur un one shot pour Salesforce, par exemple, elle est extrêmement faible, quoi. Là, effectivement, il faut du volume. Mais du coup, si tu es plus sur un objectif de branding, où le but c'est justement d'être visible et de créer en Hmm. fait voilà de la visibilité et que tu t'inscris un Une peu dans la notoriété. voilà exactement. Ça, à mon avis, t'as pas besoin du coup d'avoir du gros volume, quoi. L'idée c'est d'être visible un peu partout et justement de t'afficher auprès des bonnes audiences, quoi. Ok, non, c'est très intéressant. On voit que tu as un peu d'expérience aussi quand même dans le marketing et tout ça. C'est à l'aise avec ces sujets, quoi. Ouais, bah tout le début de ma carrière, c'était vraiment là-dessus. Enfin, les premières boîtes dans l'advertising technologie, c'était vraiment justement accompagner des annonceurs qui veulent justement communiquer sur le web, que ce soit avec de la vidéo, avec des formats plus blog ou autre, et essayer de comprendre un peu justement quels étaient leurs KPI, leurs objectifs à atteindre sur ce type de campagne. Donc ouais, c'est un peu mon Hmm. background, on va dire. Ok, non, bah écoute, ça sert toujours, hein, je pense. Hein, ça, c'est le genre de choses, justement, quand tu veux lancer tes projets, quand tu veux lancer des choses, c'est des compétences qui sont hyper importantes, qui sont des fois, je pense, un peu sous-estimées dans les écosystèmes, un peu comme le nôtre, du no-code, où il y a on va dire une prédominance un peu technique. Tu vois, on a tendance à sous-estimer, ou enfin, moi le premier, hein, je veux dire, tu vois, on se dit, ouais, il faut les super outils, il faut faire des super produits, des machins, mais en fait, tu sais pas les vendre, tu sais pas les marketer. Enfin, voilà, ça change rien, quoi. T'es tout seul avec ton super produit technique et puis ça va pas t'amener très loin, quoi. Ah, si personne ne voit ton produit, ça doit être le meilleur produit du monde, ça sera un fiasco, quoi. Ouais, non, exactement. Ouais. Bon, c'était intéressant. On avait bien parlé de ça aussi dans l'épisode avec Shubham, où lui aussi a à la fois ce côté très technique et aussi tout ce truc-là, parce qu'il a même été CMO et tout. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux aussi un peu sur certaines choses. Enfin bon, il y a des choses que j'ai déjà eu la réalisation, mais voilà, ce mélange aujourd'hui dans ce côté un peu indie maker, à mon avis, est vraiment très important, quoi. Alors, du coup, pour finir un petit peu sur ce sujet justement de la newsletter, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que si je dis pas de bêtises, tu pas publié encore en 2021, ou peut-être que j'ai raté quelque chose? Enfin, ouais, et un peu qu'est-ce que tu prévois sur ce sujet-là? Alors très clairement, tu as raté mes dernières newsletters, hein. C'est vrai? Ouais, Ah, non, pardon. je continue de publier. J'ai eu une pause à peu près de un mois, on va dire, entre mi-décembre et mi-janvier. Et là, ça fait 4 semaines que j'ai repris du coup. Dont la dernière newsletter il y a 2 jours. Euh, OK, autant pour moi. non, mais après, c'est aussi, si on revient un peu vite fait sur Substack, c'est aussi un des problèmes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines newsletters où parfois il y a des soucis, où tu arrives dans les onglets promotion de Gmail, et ça c'est vraiment insupportable parce que personne regarde cet onglet ou très peu, quoi. Et du Mmh. coup, c'est vrai que ça affecte du coup tes taux d'ouverture d'email, et je sais que j'ai parfois des gens qui me contactent et qui me disent ah bah tiens, ouais, j'ai pas reçu les dernières ou autre, et en fait si ils l'ont ils l'ont dans leur boîte mail, mais c'est juste que c'est pas forcément dans la partie visible, donc ça c'est toujours un petit peu embêtant. Et il doit y avoir des moyens, si tu passes
par d'autres outils que Substack, peut-être d'optimiser ça un petit peu mieux peut-être que Substack, mais bon. Une petite digression sur Substack. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet, hein, de toute façon, le sujet des newsletters. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a énormément d'outils qui existent pour envoyer des emails parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Pas seulement la création, évidemment, de l'email en lui-même, mais après tout, la partie technique d'envoyer des emails, de pas passer dans les spams ou alors de pas passer dans justement les boîtes un peu là dans Gmail, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein. Ah non, clairement. Et ouais. Alors du coup, et pour préciser d'ailleurs, parce que j'ai raté les newsletters, mais aussi parce que techniquement, je suis pas abonné, parce que je m'abonne en fait à très peu de newsletters. Par contre, tu vois, je consulte sur le site. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec Substack, c'est qu'il y a un peu ce côté blog, tu vois. Moi, en fait, j'aime bien plutôt regarder les articles sur le site, quoi. Bah c'est ça aussi, du coup, c'est ce qui rend les choses un peu compliquées des fois à suivre en termes de métriques, parce que j'imagine que pas mal de gens en fait font ça, ne s'abonnent pas, mais ils savent que chaque semaine ils vont avoir le contenu qui va être posté sur le site. Et même moi, je le fais parfois en tant qu'utilisateur. Je vais pas toujours m'abonner aux newsletters, mais je sais que si je reviens dessus, je vais avoir des contenus à disposition. Donc c'est vrai que c'est un peu un mix entre une newsletter et un blog finalement, le Substack. Mais du coup, et pour revenir à ta question, donc assez rapidement, j'avais aussi lancé la version anglaise, donc je le fais en deux langues. J'ai la version française et la version anglaise. La version anglaise performe mieux du coup quand même en termes d'abonnés, parce que forcément l'audience globale Hmm. elle est plus importante, et aussi dans le monde du no-code, on va dire, elle est aussi un peu plus en avance peut-être que sur la France. Mais donc actuellement, ouais, je suis à peu près à quelques centaines, voilà, d'abonnés sur les deux éditions. Donc il y en a plus sur la partie anglaise. Mais c'est vrai que jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques semaines, je me suis vraiment focalisé sur la partie création du contenu et pas assez sur la partie distribution, qui est vraiment la partie pour moi la plus pénible, mais qui est absolument nécessaire en fait pour essayer de faire grossir tes chiffres. Et donc là, je commence à m'y pencher beaucoup plus là, pour cette année, pour vraiment faire grossir la base d'abonnés. Eh ben écoute, super sur la newsletter, c'était hyper intéressant. Euh, je pose rarement ça comme question, mais en fait là, je trouve que c'est pertinent. Est-ce que tu as des livres à recommander? Tu vois, c'est un peu les questions un peu clichés j'aime pas trop, tu vois, les trucs de recommandation et tout ça dans les podcasts. Mais en l'occurrence, je trouve que pour toi, c'est intéressant parce que justement, comme tu lis un livre par semaine et tout, est-ce que tu aurais un ou deux livres que tu as envie de recommander en général, tu vois, après, évidemment, on est sur un podcast autour du no-code, tu vois, des choses qui pourraient... Mais tu vois, j'aime bien ce truc tu vois, de lire des livres, d'en tirer des enseignements, tu vois, pas dans des livres qui sont pas forcément liés. Donc, je sais pas si tu as envie Mhm. de nous partager quelque chose là-dessus. Ah non, avec grand plaisir. Donc effectivement, c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses ces 6 derniers mois, et du coup, chaque semaine, j'essaie de mettre un livre en avant. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué sur les derniers que j'ai lus? Alors, je lis quasiment uniquement en anglais, donc, mais j'imagine que la plupart, ils ont aussi des versions françaises. Dans ceux que j'ai vraiment bien aimés récemment, et pas forcément du coup liés au no-code, mais j'ai The Psychology of Money de Morgan Housel, qui est plus un livre sur la finance, sur la gestion de l'argent ou autre, mais plus sur l'aspect justement psychologie, et essayer de comprendre en fait pourquoi les gens investissent, pourquoi les gens font certaines décisions qui parfois, tu vois, sont un peu contre-productives ou autres, et vraiment intéressant, et avec un format que j'aime beaucoup en fait, où c'est vraiment une idée par chapitre, donc il y a 20 chapitres, des chapitres assez courts, où voilà, pour chaque chapitre, tu as vraiment un point qui est mis en avant, qui est en général un format que j'aime beaucoup sur les livres. Donc celui-là vraiment excellent, je crois qu'il est sorti en septembre de l'an dernier, donc relativement nouveau, mais à mon avis c'est un livre qui va devenir un classique dans les prochaines années sur ce sujet-là. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, bon il y en a vraiment beaucoup, mais Company of One de Paul Jarvis, qui a un peu changé, on va dire, ma perception de ce que je voulais accomplir en fait. Donc j'ai toujours un peu eu ce côté entrepreneur, mais où je me dis j'aimerais bien, enfin vu que je travaillais dans des startups ou autre, je me dis ah bon, un jour j'aimerais bien lancer une startup, et voilà, avoir levé beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'employés ou autre. Hmm. Et c'était un petit peu entre guillemets
mon objectif à plus ou moins long terme. Et finalement, maintenant, j'ai beaucoup plus cette approche, Company of One, où l'idée, c'est d'avoir un business qui n'a pas forcément besoin d'aller chercher de la croissance à tout prix, mais plus voilà, d'avoir un business qui vraiment te plaît, qui te permet d'avoir un bon équilibre de vie, qui te permet de faire autre chose que uniquement travailler sur ta boîte. Et finalement, voilà, quelque chose de taille beaucoup plus modeste, avec des ambitions qui restent élevées, mais voilà, pas démesurées, et, euh, et avoir vraiment un business qui soit un peu plus en contrôle, on va dire, et qui t'appartient plutôt que finalement d'appartenir à des investisseurs qui auraient injecté plusieurs millions Hmm. dans ta boîte, quoi. Donc celui-là, je l'avais trouvé assez intéressant sur voilà, qui a un peu changé ma façon de voir les choses sur ce type de business. Ce dernier livre, nous on s'en réclame aussi pas mal parce qu'on parle souvent de contournement comme une company of two et ça, on aime beaucoup aussi cette idée-là. Même si je dois reconnaître que j'ai jamais lu le livre et qu'il faudrait que je le lise un jour ou l'autre. Mais en fait, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de livre. J'ai beaucoup de mal à lire les livres en fait, un peu comment dire, un peu inspirationnel, tu vois, qu'on recommande beaucoup. Tu vois, j'ai lu genre Hard Things de Ben Horowitz, tout ça, mais enfin, j'arrive pas à aller au bout parce que je trouve qu'il répète beaucoup les trucs. Tu vois, c'est vraiment ce Ouais. truc américain de répéter en boucle. Mais bon, je sais pas, je pense qu'ils sont pas tous pareils et qu'il y en a qui sont qu'il faut lire malgré tout, quoi. Certains livres, très clairement, pourraient être résumés dans un blog post assez long. Mais effectivement, il y a une partie répétition qui est intéressante quand même, parce que bon, malgré tout, tu as besoin de ça aussi pour assimiler, pour vraiment t'assurer de garder en mémoire certains concepts. Mais c'est vrai que C'est vrai. certains n'ont pas besoin de faire 300 pages, quoi, très clairement. Je suis complètement d'accord Ouais. avec ça. Et il y en a certains qui abusent un peu trop là-dessus. Mais il y en a aussi d'autres où finalement sur les 300 pages, je trouve qu'il y a très peu de choses à jeter malgré tout, et tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses, quoi. Ouais. Ah, bah écoute, je note je remets dans ma to-do list Company of One. Merci pour ça. Dernier petit point peut-être sur la veille. Non, quoique on a déjà bien parlé de tout ça. On va passer au sujet suivant parce que quand même le temps tourne. Et je voulais qu'on parle un peu de finances personnelles. Et pourquoi pas peut-être même un peu de crypto-monnaie parce que je suis à fond là-dedans en ce moment. Voilà, donc c'est plus personnel. J'espère que ça intéressera quand même les gens qui écoutent. Mais au niveau de finances perso, je me souviens que je sais plus quand est-ce qu'on a échangé là-dessus, ou j'ai vu un de tes tweets ou quelque chose comme ça. Mais tu as des automatisations, des trucs comme ça par rapport à la gestion de tes finances, et ça m'intéresse que tu nous en dises un peu plus. Enfin, ce que tu as envie d'en dire, en tout cas. Peut-être il y a des choses qui sont un peu privées, mais c'est un sujet qu'on aborde rarement, tu vois. On parle beaucoup de tout ce qui est automatisation. On a évoqué tout à l'heure l'utilisation d'Airtable, de Notion pour des choses personnelles et tout. Mais tu vois, il n'y a pas ce côté-là, on l'adresse jamais, quoi. Et je pense que c'est un vrai sujet, et donc je suis curieux que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Ouais, alors pour moi c'est relativement nouveau aussi, on va dire. C'est pareil, ça a démarré l'an dernier avec le confinement, qui a vraiment été en fait pour moi une bonne claque, et qui a remis beaucoup de choses à zéro dans ma vie, et vraiment repartir un peu sur le bon pied, quoi. Et T'es pas le seul, hein, je pense, hein. ouais, non, clairement. J'espère, enfin, je pense qu'il y a les deux effets, quoi. Il y a soit il y a eu le coup de pied un peu qui te motive, et où tu repars vraiment sur des meilleures bases, ou alors bah, malheureusement tu as des gens aussi qui sont plus là pour le coup ça les a Mm. plus ou moins achevés, ou alors ils n'ont pas utilisé cette opportunité finalement comme voilà, comme un moyen d'améliorer les choses, quoi. Donc bon. Ouais, il y en a que la claque que tu décris a couché et qui arrivent pas encore à se relever. Ouais. Puis il y a ceux que ça a fait se réveiller et qui sont repartis d'un bon pied, quoi, à mon avis. Non, et voilà, enfin, après c'est sûr que c'est beaucoup plus facile dans ma position où, voilà, j'avais un boulot stable, de l'argent qui continue de tomber à la fin de tous les mois, ouais. Donc je peux pas me comparer avec d'autres personnes qui elles ont vraiment subi financièrement voilà, l'impact de ce confinement et de cette crise. Mais donc oui, en fait, si tu veux, pour moi globalement, donc là j'ai 35 ans. Honnêtement, pendant 10 ans, du coup, j'ai travaillé, et voilà, avec des bons niveaux de salaire. Mais bon, en habitant dans des villes comme Paris ou Londres, où le niveau de vie
est très élevé. Il y a énormément de tentations. Il y a énormément de moyens de dépenser ton argent. Tu peux te faire un resto relativement lambda à Londres et tu vas payer ça 100 ou 120 euros sur ta soirée, quoi. Donc c'est vrai que ton argent peut vite partir. Et en fait, du coup, j'étais un peu en freestyle, quoi. Il n'y avait pas vraiment de gestion. Je savais pas trop combien je dépensais, où est-ce qu'allait mon argent. J'avais pas beaucoup d'argent finalement qui était investi. Enfin bref, c'était vraiment pas une bonne gestion financière. Et du coup, ce confinement m'a permis vraiment de me poser là-dessus, de lire justement pas mal de livres pour essayer d'apprendre un peu à m'améliorer sur ce domaine-là en particulier. Et truc tout bête, donc par rapport au no-code, en fait, avec Airtable, une des premières bases que j'avais fait, c'est justement d'avoir une base un peu finance où je vais notamment avoir un onglet où je vais avoir tous les abonnements que je paye chaque mois ou à l'année dans cette base. Donc ça peut aller de mon, mon, euh, mon provider, donc je cherche le mot en français, Fournisseur d'accès. voilà, mon fournisseur d'accès Internet, donc qui est Sky, je sais pas, une application ou un service tel que Calm pour la méditation ou autre. Donc vraiment lister en fait toutes ces dépenses avec le coût, voir un peu justement combien ça représente par mois, combien ça représente à l'année. C'est là où tu te rends compte en fait que certains abonnements sont très chers, ou alors que l'accumulation globale fait que malgré tout c'est un budget qui devient assez conséquent. Alors que si tu fais pas cet exercice, tu te dis toujours, bon bah voilà, Netflix c'est 8 euros, machin, donc finalement tu dis qu'est-ce que c'est que 8 euros par mois, quoi. Et donc t'as un peu tendance à les empiler, et en fait certains services, soit je me rappelais même plus que j'étais abonné parce que je les utilisais pas ou autre. Donc déjà ça m'a permis de couper certaines choses. Et surtout, je ratais énormément de renouvellement, quoi. C'est-à-dire que typiquement, j'étais engagé pour une année, et je repartais sur une nouvelle année, j'étais débité pour 80 euros, juste parce que j'avais pas la démarche d'aller me désabonner ou autre. Donc ce que j'ai fait avec Airtable, avec cette base, voilà, j'ai tous ces abonnements qui sont listés, et du coup maintenant j'ai mis en place des automations, donc des automatisations où 7 jours avant la fin de la date de renouvellement, je m'envoie un email en fait où je me dis voici le budget, voici le lien pour me désinscrire, et du coup il faut que je prenne une action, quoi. Est-ce que je me désabonne, ou est-ce que je suis content de renouveler pour une année ou pas. Mais du coup déjà ça m'évite, voilà, ce renouvellement où je sais pas combien d'argent j'ai perdu par le passé à cause de ce genre de mécanique, quoi. Ouais, je pense qu'on se reconnaîtra tous là-dedans. En tout cas, beaucoup. Moi, en tout cas, je me reconnais aussi là-dedans. Ouais, ça, on accumule tellement d'abonnements et de services. Et par rapport au tweet que tu mentionnais avant, sur la partie automatisation, là c'est plus en fait, ça fait partie entre guillemets, des règles de base que tu lis dans quasiment tous les livres de finance, où l'idée en fait c'est de pouvoir mettre en place depuis ton compte bancaire. Donc tu as ton compte courant en fait, où tu vas recevoir le salaire de ton employeur. Et par défaut, du coup, si tu fais rien, en fait, cet argent, il reste sur ce compte, et du coup, il est pas utilisé, il est pas investi. Donc, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est voilà, tout simplement, je suis payé le 31 de chaque mois. Dès le premier du mois suivant, j'ai une partie de cet argent qui est envoyé justement sur des services qui vont investir pour moi. Donc, je fais ce qu'on appelle du robot investing, où tout est géré pour toi. T'as juste t'as juste à mettre de l'argent sur le compte, et il s'occupe de te créer un portefeuille qui est extrêmement diversifié, ce qui est vraiment l'objectif principal pour ton investissement. Tu veux être capable d'acheter sur un maximum de géo, sur un maximum d'industrie, plutôt que de faire ce qu'on va appeler du stock picking, où là tu te dis tiens, je vais mettre 1000 euros sur Amazon. Et dans l'absolu, voilà, j'ai pas la compétence pour savoir est-ce que c'est un bon placement ou pas de mettre 1000 euros sur Amazon en février 2021, quoi. Donc Surtout sur du long terme, quoi. Là, ce que je comprends, c'est que ta logique, elle est plutôt quand même long-termiste, quoi. Plutôt de exactement. préparer ta retraite, ou donc peut-être mettre 1000 euros sur Amazon à un moment donné, avant, je sais pas, quelque chose qui fasse monter et puis après vendre. Plus des logiques de day trading, ou je sais pas comment on dit en français. Spéculation. Ouais, spéculation, là, c'est Mm. un très bon mot aussi. Mais effectivement, c'est pas comme ça qu'on prépare sa retraite, quoi. Non, je disais, ouais, en fait, le fait d'automatiser ça, en fait, ce que ça te permet de faire, du coup, c'est surtout
ce qu'ils appellent en anglais, c'est le pay yourself first. Donc c'est t'assurer qu'en fait, quand tu as ton argent, directement, il part justement sur de l'investissement ou du savings, donc sur des économies. Euh, et que après, une fois que tu as enlevé ça, justement, tu as ton argent qui est disponible pour payer, je sais pas, ton loyer, pour payer tes courses ou autre. Mais le problème, si tu fais pas ça, finalement, c'est que tu vas te retrouver avec beaucoup d'argent sur ton compte courant et du coup, t'es tenté de le dépenser, quoi. Alors que si tu Ouais, fais bien l'inverse, sûr. si tu réduis au maximum l'argent qu'il y a sur ton compte courant et derrière tu te débrouilles avec ce qui reste, finalement tu te mets dans une meilleure position financière globalement, quoi. C'est marrant parce que moi, ça fait longtemps que alors, je m'étais jamais vraiment renseigné là-dessus. Moi, en fait, je fais l'inverse. Enfin, pas exactement l'inverse, puisque c'est la même logique, mais c'est-à-dire que j'ai 2 comptes. J'ai un compte où arrive, mon salaire, enfin, en tout cas, quand j'étais salarié, et en fait, sur ça, il y avait automatiquement, dès que c'était versé, une partie qui allait sur un autre compte bancaire, une carte N26, qui était en fait mon compte courant vraiment quotidien, quoi. Et c'était la même somme chaque mois. Et parce que je me disais, voilà, enfin, mon objectif, c'était de ne pas dépenser plus que cette somme. Tu vois, et donc simuler un peu le fait. En fait, c'est comme si je me versais un vrai salaire à Hmm. partir de mon salaire. Je me disais, voilà, ça, c'est la limite. Et le reste, du coup, permettait de s'accumuler, enfin, pas des millions non plus, mais sur cet autre compte pour en fait c'était mon compte d'épargne entre guillemets, sauf que bon après plus tard j'ai compris que cette épargne ne rapportait rien, donc ça c'était un autre problème. Par contre j'ai économisé de l'argent, donc là je me pose les questions de quoi faire de cet argent, mais c'est enfin voilà, c'est un autre concept parce que finalement je pense que c'est plus malin tu peux faire la même chose en disant d'abord tout part sur l'épargne et puis il reste une somme avec laquelle tu te débrouilles, quoi. C'est un peu Voilà, le même principe mais tu choisis le sens, quoi. c'est exactement ce que tu as décrit finalement, c'est un peu la même chose. L'idée de toute façon, c'est que, comme tu dis, en fait, finalement, ton épargne, bah, c'est de l'argent sur lequel tu perds de l'argent actuellement. Les taux d'intérêt sont ridicules, donc tu gagnes plus d'argent à le laisser Mmh. sur ton compte en banque. Et en plus, l'inflation, là, elle est extrêmement importante. Donc, en fait, si tu as 1000 euros qui restent sur ce compte en banque, chaque mois, tu perds de l'argent dessus, finalement. Tes 1000 euros valent de moins en moins d'argent. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir l'investir. Mais c'est vrai que enfin, avant de te mettre en position d'investir, la priorité, c'est vraiment en fait d'avoir un fonds de sécurité. Où là, il y a plusieurs avis qui divergent. Ça peut aller de 3 à 6 mois de, euh, de dépenses, de niveau de dépenses. Donc, la première étape, finalement, c'est de savoir combien tu dépenses par mois, combien il te faut d'argent pour vivre Mmh. sur un mois. Derrière, tu crées ton fonds de sécurité avec 3, 6. Là, vu la situation dans laquelle on est, potentiellement, tu as peut-être envie d'avoir 12 mois de sécurité. Mmh. C'est clair. Si tu perds ton boulot, de savoir que voilà, ça te permet de dormir le soir, de te dire que même si tu perds ton travail, tu peux rester pendant 12 mois et ça te permettra du coup de rebondir. Et une fois que tu as fait ces étapes-là, bah, l'étape d'après, c'est de pouvoir investir justement le reste, quoi. Est-ce que tu es familier avec, le mouvement FIRE? Est-ce que enfin, tu vois ce que c'est? Est-ce que là, ce que tu évoquais pour toi, c'est lié à ça ou? Ouais, je vois très bien, je vois très bien ce que c'est. Ouais, j'ai pas mal lu justement sur le sujet. Le Je me mouvement, doutais, ça ouais, faisait écho à ce que tu disais, le mais je veux bien mou- que tu expliques du coup, ouais. ouais, le mouvement Fire en tant que tel, il est un peu, enfin pour moi, je le trouve un peu extrême. Enfin, c'est à la base, c'est pas la promesse de la retraite à 30 ou 40 ans qui m'attire, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des points qui sont vraiment intéressants justement sur cette partie gestion de l'argent et d'une manière plus globale, le mouvement sur lequel je me reconnais plus maintenant, c'est plus le minimaliste, euh, où c'est un peu lié, mais l'idée c'est voilà de te dire est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter autant d'objets, autant de choses qui s'accumulent dans ta vie et dans ton appart et qui finalement te rendent pas plus heureux, quoi. Donc il y a ce côté un Ouais, peu c'est frugalité que j'ai acquis, on va dire acquis pardon, mmh. ces derniers mois, quoi. Pour moi, le mouvement FIRE, enfin, je suis pas non plus du tout un spécialiste de ça, mais c'est vraiment le croisement entre le minimalisme ou le frugalisme, enfin, ce sont 2 choses un peu aussi différentes, mais et la spéculation, quoi. Enfin, oui, pas forcément la spéculation, mais en tout cas utiliser la bourse, alors il y en a qui utilisent d'autres choses, mais voilà, utiliser ce genre de levier d'investissement et de rente, c'est un peu, mais tu vois, moi je me reconnais bien dans le truc où je me dis: «Bon,
déjà arriver à vivre avec moins, déjà c'est bien, ça te permet de vivre avec moins d'argent. Si t'en gagnes moins à un moment de ta vie, si tu veux lancer des projets, moi j'ai toujours vu ça comme ça. Mais ça peut t'aider aussi plus tard, si tu arrives à mettre en œuvre quelque chose qui te rapporte de l'argent, que ce truc qui te rapporte de l'argent, c'est pas obligé de t'en rapporter des millions tous les mois, quoi, pour assurer ton train de vie, quoi. Non, complètement. Et ça permettrait aussi à beaucoup de gens de finalement de pouvoir lancer leur propre projet et de changer leur vie, quoi. Il y a plein de gens qui te disent ah oui, j'aimerais bien faire ça ou autre, mais voilà, j'ai un train de vie, j'ai besoin de temps ou autre par mois. Et en fait, si tu regardes bien, la personne elle a peut-être l'impression qu'elle a besoin de 8 000 € par mois pour vivre. Mm. Et finalement, ce chiffre, il pourrait peut-être passer, je sais pas, hein, c'est un exemple, à 5 ou 6 000, quoi. Et là, et d'un coup, ça change complètement l'équation. Et finalement, tu dis, ah bah, en fait, ouais, ces 5 000 là, finalement, je pense savoir comment les avoir, quoi. Et du coup, Ouais. Alors, c'est tout ça est hyper intéressant. Alors du coup, dernière question un peu sur le sujet avant qu'on conclue. Enfin moi, à titre personnel, je suis plutôt contre tout ce qui est bourse, etc. Mais par contre, je m'intéresse énormément aux crypto-monnaies. Alors après, bon, il y en a qui vont faire des parallèles aussi sur la spéculation, etc. Mais je crois pas mal à crypto-monnaie, enfin et la blockchain surtout philosophiquement, enfin et éthiquement. Et donc c'est un truc auquel je m'intéresse. Et du coup, je sais que toi aussi. Euh, En fait, j'ai deux questions. La première question, déjà, c'est juste comment ça rentre un peu là dans ta stratégie de finance, etc. Enfin, ça c'est un peu plus par curiosité. Enfin, là, j'ai l'impression qu'en fait, du coup, le podcast a pris une tournure un peu comme si on fait le podcast de Snowball, mais la newsletter de Yoann Lopez. Mais bon, voilà, en fait, c'est juste parce que c'est des sujets en ce moment que je creuse, donc voilà, ça se ressent dans le podcast, mais je suis juste curieux. Et après, j'ai une autre question sur ce sujet-là. ok. Donc le Bitcoin, j'en ai acheté à l'époque, peut-être 2015, le premier achat 2015-2016. J'aurais dû en acheter beaucoup plus. Ouais, tout le monde se dit Euh, ça, évidemment. mais j'avais commencé, enfin, relativement tôt, on va dire, par rapport à d'autres personnes. Est-ce que tu Euh, les as gardés? ouais, je les ai gardés. J'ai jamais revendu, justement parce que j'avais toujours un peu cette optique de long terme. Hmm. Et la partie plus spéculation ou autre m'intéressait un peu moins à l'époque. Donc très clairement, enfin, j'aurais dû en revendre un moment, et assurer des belles plus-values. Euh, mais d'une manière globale, non, Ouais, c'est jamais trop tard à ce niveau-là. Enfin là, juste hier, je sais pas si t'as vu, je suppose que t'as ouais. vu l'envolée qu'il y a eu, quoi. Je dis pas qu'il fallait revendre hier, mais enfin, je pense que en tout cas, le moment de revendre, tu l'as jamais raté, quoi. Non, mais de toute Enfin, façon, c'est ça. Il y a jamais enfin, tu peux jamais trouver le bon moment où il faut acheter hmm. ou le bon moment auquel il faut vendre. Donc moi, ce que je fais, pour revenir à ta question sur la stratégie actuellement sur le Bitcoin, là, j'en achète en fait toutes les semaines. Donc tu peux faire du recurring buying, où toutes les semaines, en fait, je vais acheter une certaine somme sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et du coup, j'achète au prix du marché de cette semaine. Donc il y a des semaines où je vais acheter très cher. Il y a des semaines où ça sera beaucoup plus intéressant ou autre. Mais l'idée, c'est que voilà, en lycée, ça doit me permettre d'arriver sur quelque chose d'intéressant si le Bitcoin continue de, Hmm. de grimper sur les prochaines années, quoi. Et ça, c'est automatiquement, du coup, enfin, je suppose que enfin, je demande ça aussi parce que pour le côté émotionnel, tu vois. Je suppose que c'est plus intéressant que ça soit fait automatiquement, de pas savoir, tu sais, à quel moment ça achète, pour enlever justement ce truc de se dire, ah, il faut que j'achète au bon moment, etc., quoi. C'est l'objectif, ouais. Sinon, tu te dis toujours, voilà, tu regardes, tu dis, ah, tiens, hier ça a grimpé, bon, je vais attendre que ça redescende ou autre. Et en fait, Exactement. ça continue de grimper. Et du coup, tu peux jamais savoir à quel moment, quel est le bon moment pour acheter. Donc là, effectivement, ça t'enlève cet aspect-là. Tout est géré pour toi. Donc moi, je le fais via Revolut, qui maintenant propose cette option Hmm. depuis quelques semaines. Et voilà, tous les jeudis, je crois, il va m'acheter un petit peu, il prend de l'argent de mon compte et il m'achète des cryptos. Ok. Et alors, mon autre question, c'était plus un peu prospectif, je sais pas comment dire. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire entre le no-code et les cryptos, tu vois? C'est une question que je me pose, tu vois, forcément, je suis dans le no-code toute la journée, et là, en ce moment, je réfléchis, enfin, j'achète un peu des cryptos, etc. Est-ce que toi, tu as une idée, tu vois? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Enfin, tu peux dire non aussi, hein, on peut passer à la suite, mais c'est un petit mini brainstorming, tu vois, un micro brainstorming en live.
Je pense il y a forcément des choses intéressantes à mettre en place. De toute façon, enfin, le no-code dans l'absolu, tu peux vraiment l'utiliser sur n'importe quelle thématique maintenant. Sur les cryptos en particulier, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre en place? C'est vrai que la partie, J'ai vu- c'est un peu comme tout, mais ouais, la partie, c'est juste suivi des performances, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, tu vois, juste le fait d'avoir ton propre dashboard qui pourrait se connecter justement sur certains services où tu as vraiment les différents taux en temps réel ou autre, et de pouvoir construire ton dashboard et calculer ton ROI vraiment en temps Hmm. réel, ça doit pas être si compliqué à faire. Et à mon avis, tu dois pouvoir le créer en no-code. Alors, je sais pas exactement quels seraient les outils nécessaires pour faire ça, mais je sais qu'il y a par exemple, il y a des applis de crypto qui sont sur Zapier dans leur catalogue. Euh, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes où du coup, tu dois Ah pouvoir ouais, récupérer de la donnée et l'automatiser quelque part avec Zapier, Est-ce quoi. que tu te souviens lesquels? Parce que moi j'utilise Coinbase et du coup j'ai cherché. Et au début j'étais hyper content parce que j'ai vu qu'il y avait une intégration Zapier à Coinbase. Et ensuite en recherchant, enfin en essayant de l'utiliser, elle était enlevée. Alors je sais pas, j'ai pas le digué vraiment pour comprendre ce qui s'était passé, mais en tout cas il y a plus, ils ont retiré l'intégration. Donc du coup j'étais un peu déçu. Je, Je sais pas si je sais qu'il y a CryptoWatch qui justement permet d'aller suivre les différents cours des devises Bitcoin, enfin des devises de crypto-monnaie. Euh, mais je crois que j'avais voulu le tester. En fait, il faut un compte du coup sur CryptoWatch qui est peut-être potentiellement payant. Donc Hmm. j'avais pas creusé plus que ça, mais je sais que CryptoWatch, c'en est une qui est disponible sur Zapier. Ok, bah écoute, j'irai regarder un peu tout ça et puis je te dirai ce que j'ai trouvé. Puis on pourra se reparler de ça. Je pense qu'on va finir par créer ce channel crypto no code sur le Slack Ouais, je pense que ça intéresse pour beaucoup de gens, hein. ouais, bah ouais. Euh, Bah écoute, pour conclure, je voulais savoir un petit peu, du coup, un peu en ouverture, c'est ce que tu prévois, tu vois, un peu là cette année. Enfin, tu sous-entends un peu que tu as envie de faire des projets quand tu disais que tu vois, la newsletter pouvait te servir de. Enfin, te permettait aussi de te constituer une petite audience. Est-ce que tu as déjà des projets, tu vois, des side projects? C'est un peu la question de toute façon qu'on pose à la fin de chaque épisode, mais voilà, tu vois, un peu globalement, comment tu vois un peu ton avenir et à quel moment, tu vois, tu vas devenir une compagnie of one? Est-ce que tu as déjà planifié ça? Ouais, non, c'est une bonne question. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore de visibilité là-dessus, mais c'est vrai que j'aimerais bien lancer ouais, des petits projets, voilà, pouvoir les tester auprès de cette audience. Il y en a un qui est un petit peu à l'intersection en fait de de pas mal de choses qu'on a discuté aujourd'hui, où en fait, en utilisant Softer, donc j'ai essayé de faire un test avec Softer où j'aimerais créer un espèce de product hunt, mais pour les citations de livres. Donc en gros, Mhm. avec un système d'upvote, il permet aux gens d'aller voter en fait pour les citations les plus inspirantes. Donc j'ai déjà en fait un premier prototype que j'ai construit assez rapido du coup avec Airtable et Softer. C'est vrai que ça peut se faire assez rapidement. Surtout maintenant qu'ils ont rajouté aussi la possibilité de pouvoir créer des comptes utilisateurs ou autres. Mhm. On peut imaginer, je sais pas, la personne irait sauvegarder justement ses passages favoris ou autres. Et plus aussi, voilà, un moyen de découvrir en fait des citations inspirantes et découvrir aussi les livres dont elles sont issues. Euh, donc ça, j'aimerais bien vraiment, on va dire, le terminer, quoi. Là, il est à 50% près, on va dire. Ok. J'aimerais bien, voilà, le terminer histoire de voir un peu ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il y a que moi qui serait utilisateur d'une solution de ce type, ce qui est possible aussi. Mais donc, il faudra quand même le seul moyen de le savoir, c'est de le déployer, de voir un petit peu ce qu'en pensent les gens. Donc ça peut être intéressant et du coup il y a pas mal d'outils no code qui sont impliqués. Le seul problème pour l'instant c'est qu'avec Softer tu as une limite dans ta base d'items Airtable en gratuit et du coup il faudrait que je passe sur un compte payant
Softer si je veux vraiment lancer ça, on va dire, avec suffisamment de contenu au sein de la base de données, quoi. Ok, bah super, on va suivre ça, ça serait une bonne... Je serai utilisateur, en tout cas, je trouve que l'idée est très chouette. Donc, voilà. Bah On écoute, sera deux alors. ouais, c'est déjà ça, hein. Et puis après, quand C'est un t'es deux, début. des fois, il y a un troisième qui suit. J'avais vu une vidéo comme ça qui était marrante où il y avait un mec qui dansait tout seul. C'était un festival, tout le monde était allongé. Puis il y a un mec qui se met à danser bizarrement et tout seul. Et puis il y a un premier gars qui va le rejoindre. Et puis après, il y a plein de gens qui vont le rejoindre. Ouais. Alors, en fait, la conclusion, c'était marrant. C'était le mec le plus courageux. C'est pas le premier, tu vois, qui danse, etc. C'est le deuxième, quoi. Tu vois, c'est le mec qui vient, qui se joint, tu vois, parce que sinon tout le monde pourrait se dire bon bah ok, le mec est fou, tu vois. Le premier qui fait la démarche de dire ok, je vais aller me joindre à lui, c'est lui en fait qui amène les autres, quoi. Ah, c'est lui qui crée le mouvement, quoi. Ouais, voilà, c'est... En effet. Enfin bon, je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait une meilleure conclusion dans la vidéo, c'était bien phrasé, c'était très inspirant. Mais... Bon, tu nous ouais, partageras le lien. ouais, c'est ça, il faudrait que je le retrouve. Où est-ce qu'on peut te suivre, du coup? Alors pas mal sur Twitter où ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de développer cette année. Donc Twitter, donc Martin 2 ROUDE, donc c'est un jeu de mots entre guillemets avec mon nom de famille avec le 2 et sinon modernmakers.io. Donc là c'est .io, c'est vraiment le site pour aller s'abonner à la newsletter et recevoir les emails chaque semaine. Chose que tu devrais faire du coup, Alexis. Exactement, pas en rater une seule goutte. Et bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était hyper intéressant. On a découvert plein de choses qu'on n'a dont on n'a jamais discuté dans ce podcast. Donc je suis très content. Et puis bah on va voir si on va prolonger la discussion sur le Slack avec le reste des auditeurs du podcast. Avec grand plaisir. Encore merci à toi en tout cas pour cette invitation. Merci, à bientôt, salut. Ciao. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.